Bon alors Patrick, aujourd'hui tu vas nous parler de la manière dont on établit un bilan énergétique en médecine traditionnelle chinoise. Ok, alors la manière dont on établit un bilan énergétique en médecine traditionnelle chinoise. Ça t'embête pas que je commence par reformuler légèrement le titre? Oh non, tu peux. Donc, bilan énergétique, moi ça me parle pas. Moi je parle de diagnostic, parce que tu dis médecine traditionnelle chinoise, donc bah voilà, c'est un diagnostic. Bilan énergétique, voilà, il y a des gens qui parlent comme ça. C'est pas notre façon de parler vraiment, en fait. Parce qu'un bilan, ben, c'est soit un truc de comptabilité, soit un problème psychologique, je fais le bilan, donc quelque chose de plus vague. Non, un diagnostic va très bien. Donc un diagnostic énergétique alors? Ah voilà, c'est le mot énergétique aussi qui... on peut dire que tout est énergie, mais on n'est pas non plus dans la physique quantique, on fait de la médecine, donc il n'y a pas que l'énergie non plus. Il y a des choses qui sont très organiques, très matérielles, il y a des choses qui sont d'ordre psychologique, donc c'est pas toujours énergétique le bilan en question. Donc en fait, on va dire un diagnostic, et puis on se garde la liberté de voir à quel niveau de la manifestation le problème peut se situer. Après, médecine traditionnelle chinoise, nous, on a tendance à parler ou de médecine chinoise tout court, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent médecine traditionnelle chinoise, mais on ne sait plus si traditionnelle, ça veut dire ce qui se fait en Chine aujourd'hui ou ce qui se faisait dans le temps. Et puis derrière ce mot, bah, si on tape ça sur Internet, on va voir beaucoup de choses qui sont très disparates. Donc on va dire médecine chinoise, parce que c'est une médecine qui vient de la Chine. Et puis, ou ethnomédecine chinoise, parce que bah, c'est une médecine ethnique, et voilà. Donc, en anthropologie de la santé, il y a plusieurs médecines sur Terre. Mais alors sur la partie énergétique, si je comprends bien, normalement tout est énergie, non? Pourquoi est-ce qu'il y aura des choses qui ne seraient pas de l'énergie et des choses qui seraient de l'énergie? Oui, on peut dire que tout est énergie, mais ça, encore une fois, c'est une considération de physique, c'est-à-dire qu'il faut se mettre au niveau des patients et des manifestations somatiques qu'ils ont, et que si ils se coincent le doigt dans une porte et qu'on leur dit qu'ils ont un problème d'énergie, ou s'ils ont un problème d'insomnie, qu'on leur dit que c'est un problème d'énergie, ou s'ils manquent d'énergie et qu'on leur dit que c'est un problème d'énergie, dans les trois cas, la réponse ne leur donne pas la même sensation. Donc, ben, si l'énergie est concentrée et qu'elle donne de la matière, on a le droit de parler de façon matérialiste. Si l'énergie se disperse jusqu'à devenir de la lumière, on a le droit de parler autrement que aussi en termes d'énergie. Donc c'est pas parce que tout est énergie qu'il faut ne parler que d'énergie, parce qu'à ce moment-là, c'est pas parce qu'on est un passage temporaire d'une forme qui va se déformer qu'on doit considérer qu'on est déjà mort. Quand quelqu'un se coince le doigt dans une porte, c'est pas nécessaire de rééquilibrer le yin et le yang dans le corps. Non, il faut ouvrir la porte. Et après? Et après, tu regardes le symptôme du doigt. Donc, s'il n'y a rien et que la personne continue de crier, peut-être il va falloir faire de la psychothérapie, parce qu'en fait, elle a eu plus de peur que de mal. Soit le doigt, il est violet, ou il est gonflé, et à ce moment-là, tu as une stase de sang, et à ce moment-là, il y a peut-être des traitements qui vont pouvoir aider à passer cette stagnation de circulation. Alors c'est vrai que c'est l'énergie qui fait circuler le sang, donc il y aura des points, par exemple, d'acupuncture qui peuvent accélérer, mais de toute façon, ça faudra le temps, c'est une cicatrisation. D'accord, donc là ça nous emmène un peu plus dans le vif du sujet, ouais. C'est-à-dire que finalement le doigt coincé, il y a différentes façons de traiter la conséquence d'un doigt coincé dans une porte. Ben parce qu'il y a différentes conséquences de doigts coincés dans une porte. Maintenant, dans la pratique clinique courante, j'ai encore jamais eu en 40 ans de patients qui viennent parce qu'ils s'étaient coincés le doigt dans une porte. Non, mais on peut avoir par exemple des gens qui se sont fait une entorse et qui arrivent au cabinet après. Et là, du coup, en termes de diagnostic, comment tu procèdes? Par exemple, entorse, ben, c'est le nom qu'on donne au fait qu'on s'est tordu, par exemple, la malléole. Donc ça, c'est le nom d'une maladie. Après, la manifestation de ce symptôme ou de cette maladie, en fait, c'est un symptôme pathognomonique, c'est-à-dire, ben, c'est à la fois un symptôme et une maladie, en quelque sorte. Ce n'est pas une maladie, mais c'est un motif de consultation. Il y a des gens dont on ne voit pas visuellement de traces de l'entorse,
mais il reste une douleur, donc il y a simplement essayé de refaire circuler quelque chose qui a été un petit peu sidéré par un choc. Soit c'est gonflé, et à ce moment-là, on considère qu'il y a une stagnation de chi, d'énergie en médecine chinoise, parce que voilà, quand il y a une accumulation, ça crée un gonflement. C'est un principe comme un ballon qui se gonfle. Si en plus la couleur change et que c'est violacé, ça veut dire qu'il y a le sang qui stagne également. Donc dans le principe de traitement, il faut faire circuler le sang. Par exemple, dans les remèdes traditionnels courants, dans les campagnes, les vieux, ils mettaient un petit peu de gnôle là-dessus parce que l'alcool rentre dans le sang, fait circuler le sang, et ça a accéléré évidemment la cicatrisation. Alors après, il y a des choses plus médicinales. Si on n'a pas de gnôle à disposition, on peut mettre de l'hélicryse, on peut mettre de l'arnica, on peut mettre... Mais ça, je ne parle pas de médecine chinoise, mais on est dans les bobos du quotidien qui existent dans toutes les cultures, et on n'est pas obligé d'aller chercher un produit chinois pour tout non plus, bien sûr. D'accord. Dans ce cas-là, c'est quoi le point commun entre ces différents produits, l'hélicryse? C'est que ça disperse les stases de sang, ça fait circuler le sang. Donc, dans certains cas, ça peut être aussi... réparateur s'il y a des tissus lésés, etc. Disons, plus ça circule et plus les choses se refont rapidement et de meilleure façon. Ok. Et donc, tu disais que finalement, l'entorse ou la bobologie, c'est pas forcément la première chose qu'on rencontrera en cabinet. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Non, mais en même temps, si on prenait même cet exemple simple, ça veut dire que derrière le mot entorse, il peut y avoir des principes de traitement différents, comme faire circuler l'énergie, faire circuler le sang. Le fait qu'on mette du chaud ou du froid dessus, ça n'a pas les mêmes incidences. Donc le diagnostic posé, c'est vrai que là c'est assez simple, mais selon le degré de gravité, il se pose peut-être de façon différente et il induit un principe de traitement différent. Donc le diagnostic, c'est vraiment la pierre angulaire. Même pour des choses simples, on ne se contente pas du mot entorse. On va... qu'est-ce qui stagne? Pourquoi? À quel degré? Et donc ça, c'est un diagnostic. Et à ce moment-là, effectivement, on a un traitement qui va découler de cette vision relativement précise de la situation. Mais effectivement, comme tu dis, l'entorse, ça va, c'est facile, quoi. Enfin, c'est facile en termes de diagnostic. Si tu as des ligaments arrachés, c'est plus non plus du même ordre, etc. Un déboîtement osseux. Donc, voilà. Et donc quelqu'un qui viendrait avec des maux de tête, on aurait la même procédure? Oui, c'est-à-dire que c'est un symptôme, c'est pas une maladie, on peut appeler ça céphalée, mais ça ne nous avance pas d'un millimètre sur les raisons pour lesquelles la personne a mal à la tête. Donc il faut savoir effectivement depuis quand on a mal à la tête, quelle zone de la tête, comment ça s'est déclenché, qu'est-ce qui habituellement, est-ce que c'est chronique, passager, est-ce que, voilà, qu'est-ce qui aggrave, qu'est-ce qui améliore, qu'est-ce qui soulage. Donc savoir pourquoi ce signal s'allume sur le tableau de bord et non pas chercher à l'éteindre simplement avec un cachet. On peut donner quelque chose sur le moment parce que la douleur c'est pénible, mais si on doit prendre des produits tous les jours pendant des années pour passer un mal de tête, il y a un moment où ok, on empêche le voyant de nous gêner sur le tableau de bord, mais il y a un moment, ça va fumer dans le moteur, on se demandera pourquoi, il ne faudra pas s'étonner. Parce qu'effectivement, on peut avoir mal à la tête pour des raisons alimentaires, émotionnelles, traumatiques, héréditaires, il y a plein de causes possibles. Et là, il faut partir dans une anamnèse avec une logique comme ça, hypothético-déductive, un arbre de réflexion qui nous amène à, voilà, pour lui c'est ça. Le problème, c'est que la personne avec son mal de tête, elle va voir des thérapeutes, elle ne va pas voir des médecins ou des ethnomédecins. Des fois, elle va voir des médecins, mais voilà, prenez du Doliprane. Mais c'est pas un diagnostic, c'est pas un traitement, en fait. C'est super symptomatique, il n'y avait pas besoin d'aller voir le médecin pour ça. Parce qu'expérimentalement, on voit ce qui soulage. Mais ce qui traite durablement, avec son mal de tête, la personne, elle va aller voir quelqu'un qui manipule les vertèbres et qui va dire, voilà, on va essayer de régler parce que ça doit être un problème vertébral. Elle va aller voir un dentiste qui va s'occuper peut-être des plombages en se disant, c'est peut-être ça. Un psy, à cause du stress, il va essayer de voir si ça vient des émotions. Un diététicien va dire, on va changer la nourriture parce que c'est peut-être ce que vous mangez qui crée des... Voilà. En fait, il faut déjà demander au patient. Est-ce que c'est le fait de manger, de stresser, de ceci, de dormir, de cela qui fait le mal de tête? Donc c'est pas la peine d'aller voir telle ou telle personne. Donc les gens mettent souvent la charrue avant les bœufs, ils sont dans une errance thérapeutique. Donc c'est le patient qui connaît la cause de son problème? Des fois, il la connaît.
Des fois, elle n'est pas entendue par les médecins. Des fois, il ne la connaît pas et il cherche. Mais en fait, souvent, lui, il veut juste passer le mal de tête et il ne se pose pas la question de la relation avec la cause profonde. Et c'est le travail du médecin, de l'ethnomédecin, du thérapeute, d'essayer de savoir d'où ça sort avant de traiter. Mais effectivement, souvent, les gens sont dans une errance thérapeutique. Ils essayent plein de méthodes. Ou alors ils vont au salon médecine douce et puis ils vont de stand en stand pour trouver la petite recette qui va... Et puis vous avez les marchands du temple qui vont proposer plein de choses. Donc voilà, mais tout ça, c'est pas de la médecine au fond. Et ni à l'hôpital, ni au salon médecine douce, ils trouvent forcément la solution. Parce que c'est pas la résonance magnétique ou le scanner qui va montrer éventuellement, si c'est un stress qui cause le mal de tête, ben ça va pas être net, parce que la cause est psychique au départ. Etc. Donc, il faut vraiment quelqu'un de très généraliste dans l'esprit, ce qu'on appelle un praticien de première intention, qui puisse recevoir la personne en disant, voilà, moi j'évacue aucune cause possible, j'essaie de connaître un peu comment globalement marche le corps, à tous les niveaux, physiologique, organique, comment dire, psychique, fonctionnel, énergétique, et de voir chez vous c'est quel étage qui coince, de façon à avoir un traitement qui vous serve et de ne pas être dans une errance qui est éternelle. Après, des fois, même si on essaye de voir ça comme ça, on n'a pas l'outil nous-mêmes, ou même des fois, on ne peut pas, parce que le diagnostic, c'est que la personne elle a mal à la tête parce qu'elle a pris le bus de face, et que le traumatisme fait qu'on n'a pas l'outil et qu'il faut passer par la cage chirurgie et que c'est pas nous. Enfin voilà. Donc, mais il faut un diagnostic. Avant tout traitement, il faut un diagnostic. Et donc ce diagnostic, tu vas l'établir à partir des questions que tu vas poser au patient, quoi. Des questions, de ce que j'observe, de ce que je palpe, de ce que je sens, de ce que j'entends. Si une personne vient en me disant « je suis fatigué », ou si elle vient en me disant « je suis fatigué », c'est pas seulement ce que j'ai entendu qu'elle me dit, c'est comment elle me l'a dit, avec quel ton, avec quel geste. Dans le premier cas, il y a un vide d'énergie, dans le deuxième cas, il y a un blocage d'énergie. Et dans tous les cas, ça la fatigue puisque l'énergie ne circule pas. Ça me rappelle au diagnostic énergétique, tout ça finalement. Parce que j'ai pris l'exemple de la fatigue, et qu'effectivement, mais on peut être fatigué aussi, si on prend la faiblesse plus que la fatigue, c'est plus un problème du sang par exemple. Tu vois, donc c'est pas... Voilà, oui, là l'exemple... mais l'énergie... Le problème, quand on parle de bilan énergétique, de diagnostic énergétique, de médecine énergétique, c'est qu'on a l'impression que c'est fumeux, que c'est un truc qui n'existe pas vraiment. Parce qu'on est dans une biomédecine matérialiste, et si ça ne se voit pas, ça n'existe pas. Voilà. Le vent fait bouger les feuilles, on ne voit pas le vent, on voit les feuilles qui bougent. Donc, le problème, c'est qu'on n'ose pas utiliser le mot énergétique parce que on a l'impression que dans l'esprit des gens qui se disent scientifiques, on est parti sur quelque chose d'inexistant. Alors que, oui, effectivement, en physique, l'énergie, ça veut dire quelque chose. Et puis, l'énergie, c'est ce qui fait que là, on est éclairé, qu'on a du chauffage. Et c'est pareil à l'intérieur, on est éclairé, on a du chauffage. Donc, on fait la guerre à des pays parce qu'on a besoin d'énergie, du gaz, du pétrole. Donc, c'est des formes d'énergie, on a tout ça en nous. Donc, l'énergie, ça peut être des énergies concrètes, ça peut être des énergies moins visibles, du solaire, de l'éolien, du gazeux, voilà. Donc, l'énergie, c'est concret. Simplement, tant qu'on sera dans des sciences ou des médecines qui ne croient que ce qu'ils voient sous un microscope, on aura un problème parce que voilà, la chimie, c'est une science, la physique, c'est une autre science. La médecine chinoise repose sur la physique. Les postulats de la médecine chinoise rejoignent ceux de la physique quantique. Donc voilà, il y a un saut quantique, historique, entre des choses dites il y a 5000 ans et des choses qu'on découvre aujourd'hui. On n'a aucun lien scientifique avec la médecine de Pasteur, par exemple. Donc dans ce que tu dis, finalement, il y a une dimension très concrète qui est la palpation, de très sensorielle, qui est l'observation, qui est l'auscultation. Toutes ces choses-là, elles permettent de voir des choses qui peuvent manifester des états de l'énergie, mais l'énergie, c'est concret. Et c'est parce que tu as peur que ça soit perçu comme quelque chose de fumeux que tu préfères ne pas utiliser ce terme. Ouais.
C'est-à-dire, et encore, énergie, c'est pas trop grave, mais par exemple, une personne, je parlais du vent dans les branches, un patient qui fait comme ça, qui tremble, pour nous, c'est du vent. Parce que quand il y a du vent, les arbres, ils font ça. Donc c'est un symptôme de vent en médecine chinoise. C'est par analogie avec la nature. Donc, comment dire, si on dit qu'il y a du vent dans le corps, ou de l'humidité, ou de la chaleur, alors les autres climats, éventuellement, ça peut encore se concevoir, et ça rejoint aussi la médecine d'Hippocrate. Mais c'est inaudible, incompréhensible pour la médecine qui dissèque les choses et qui interprète les choses autrement. Donc, c'est une autre épistémologie. Donc, il y a un diagnostic en médecine chinoise qui repose sur une vision du vivant qui lui-même est un produit de la nature. Donc, on s'exprime de façon naturelle pour exprimer les pathologies. Alors, peu importe qu'on utilise les termes chinois ou français pour le dire, mais c'est sûr que si on le dit tel quel au patient ou si on essaie de communiquer avec un médecin conventionnel à partir du diagnostic qu'on a posé, c'est du chinois pour lui, clairement, tout comme les analyses biologiques que nous amènent les patients sont du chinois pour nous. C'est pas avec ça qu'on fait le diagnostic. Et du coup, comment tu formules un diagnostic en médecine chinoise Il y a plein de façons. Sans entrer dans les mots chinois. Hein. Non, mais si on fait un parallèle avec... Le corps est un véhicule, finalement. Donc si on fait un parallèle avec un véhicule, un véhicule peut avoir un problème de démarrage parce qu'il fait trop froid ou trop humide. Il y a des humains comme ça qui ont des douleurs quand il fait froid ou humide, comme dans les rhumatismes. Voilà, donc là, la pathologie, en fait, c'est un problème climatique. On va poser le diagnostic en termes de climat. Si c'est une fonction d'organe qui est déréglée, on va parler du chi, de l'énergie des organes, puisqu'une fonction, il faut de l'énergie. Hein. Le principe de l'énergie, énergia, c'est qui met les choses en mouvement. Donc, c'est quelque chose de fonctionnel. Si c'est la personne qui n'a pas compris et qui fait des choses inadaptées, il faut simplement lui expliquer. Donc là, on s'adresse au conducteur. C'est pas la peine de tripoter le véhicule. Si c'est parce que la personne n'a pas mangé, elle est faible, y a une panne d'essence, il faut remettre... des fois, il faut renforcer le sang, il y a de l'anémie, des fois, il faut remettre de l'énergie, comme on recharge une batterie. Donc, le diagnostic peut se poser en termes de fluide du corps, il peut se poser en termes de fonction d'organes, en termes de climat, en termes de logique d'attaque-défense entre le corps et des facteurs exogènes. Parce que, on va parler d'immunité en médecine occidentale. Sylvain en a déjà parlé avec toi précédemment. On va parler d'une forme d'énergie en médecine chinoise ou de plusieurs formes d'énergie qui concourent à l'immunité. Et le diagnostic va se poser en termes de stratégie attaque-défense selon le degré d'atteinte et le degré de lutte du corps, selon qu'on a des frissons, selon qu'on a de la fièvre, qu'on a de la diarrhée, qu'on a du chaud et froid, etc. Tout ça, ça va nous indiquer où en est la lutte. Donc, voilà, à aucun moment on a besoin de disséquer le patient pour comprendre comment c'est dedans. On lit les signes du dehors par des appareils que la nature nous a donnés, qui n'ont donc pas fondamentalement changé depuis quelques milliers d'années, parce que finalement c'est un clin d'œil dans l'histoire de l'humanité, et qu'effectivement on a un Doppler, un scanner, enfin on a notre façon d'interpréter, mais l'appareil humain est bien adapté au diagnostic de la pathologie humaine. Il faut juste apprendre à lire et à interpréter avec les outils que la nature nous a donnés, au lieu de faire confiance à des machines qui ont une intelligence artificielle, ont des moyens peut-être plus fins et plus intelligents que certains humains de réfléchir, de mémoriser, de comprendre. Le problème, c'est que ces machines, elles n'ont pas d'âme, et qu'il y a des parts d'irrationalité qui peuvent aussi faire partie de certains processus pathogènes que les machines ne pourront pas trouver. Donc, nous, on a toutes les anomalies humaines qui nous permettent de comprendre celles d'en face. Et du coup, si je reviens sur mon exemple du mal de tête, j'arrive chez toi avec mon mal de crâne pour une consultation. Ouais. Tu vas me poser quelques questions pour savoir si c'est arrivé hier ou il y a 15 jours, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit. Entre autres. Tu vas m'observer, voir si, je sais pas, je suis rouge, je suis vert, je ne sais pas. Et puis, une fois que tu m'as observé, peut-être tu vas venir palper mon ventre ou un truc comme ça. Et puis après, donc, tu vas formuler un diagnostic. Et là, tu le formulerais
comment, par exemple, pour mon mal de crâne, pour y avoir quoi? T'as mal à la tête, c'est ça? À force de parler avec toi. Non, mais ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait parce que ce serait concret. Parce que le problème dans ce que tu es en train de dire, c'est que il y a, comme je te disais, une arborescence, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est-à-dire que je ne vais pas palper comme ça, des fois que ça me dise quelque chose. J'ai eu mal à la tête il y a 2 jours. C'est passé. Mais c'est arrivé... Donc, merci, au revoir. Puisque c'est passé. Donc ça marche pas comme exemple. Non, si, ça pourrait. Si c'était souvent que tu as ça, on pourrait voir pourquoi pas souvent, ça revient mais je voudrais souvent. pas que ça se reproduise. Non, et mais si moi, on m'a expliqué qu'en si médecine par chinoise, exemple, on était là pour prévenir aussi. Voilà, mais imagine, tu n'as jamais eu mal à la tête. Tu as eu mal à la tête une fois pendant 2 heures. Et du coup, tu as peur, tu voudrais pas que ça recommence. Ouais. Je vais plus m'orienter sur ton inquiétude que sur ta céphalée. Bon. D'accord. C'était pas la raison de ma venue. Voilà, non mais tout ça pour dire qu'il faut prendre tous les éléments en compte avant de sauter sur un truc et de partager l'inquiétude d'un patient par rapport à quelque chose, sinon on est mal. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un ordre, il y a une méthodologie pour faire un diagnostic, c'est comme une enquête policière. Si on n'a pas de méthodologie, on est perdu. Donc, on ne pose pas les questions dans n'importe quel sens, on laisse pas forcément le patient, enfin même si on le laisse s'exprimer, nous on va trier là-dedans pour pas mettre tout, sinon on est paumé. Et effectivement, si on va chercher des informations supplémentaires, c'est parce qu'on veut éliminer des pistes, des hypothèses. Par exemple, si je me demande s'il y a un excès de poussée vasculaire ou d'énergie, enfin qui pousse le sang vers le haut de la tête, qui crée le mal de tête, et si je me dis peut-être c'est la fonction du foie qui pousse de trop ou un truc, je vais me dire peut-être qu'à ce moment-là il y aurait aussi de la nausée, ou donc je vais te demander la digestion, comment ça se passe, mais c'est pas juste pour poser une question en plus et de jouer au loto et de remplir une grille, c'est que ok, j'élimine cette piste-là, est-ce que tu as la nuque raide, ou est-ce que tu as froid en même temps, ou est-ce que quand tu t'énerves le mal de tête augmente, c'est quelle partie de la tête, parce qu'il y a des méridiens qui passent dans des zones différentes. Donc tout ça, ça va me permettre d'éliminer des pistes pour arriver à la cause de ce mal de tête. Ah, c'est chaque fois que tu ne dors pas assez et que tu bois 1 litre de whisky la veille. Ok, donc ça m'oriente déjà beaucoup mieux. Pardon. Bon, on va prendre un autre exemple.